Jusqu'au 31 mai, Suzuki fait son Spring Break. Profitez des avantages clients, 1000 € d'aide à la reprise sur GSX R1000 et GSX R1000R, sur modèle 2018 en stock. Bonjour à tous, nous sommes à Mérignac, juste à côté de Bordeaux, dans les locaux d'AMV. On va vivre une émission incroyable, on va rentrer dans la passion moto selon AMV, on va aller un peu partout en France, on va essayer également une nouveauté, la Yamaha 700 Ténéré, et on va accueillir de grands champions de natation avec Grégory Mallet, d'enduro avec Antoine Méo, et notre star nationale de MotoGP, Fabio Quartararo. Nous sommes donc parfaitement installés dans les bureaux d'AMV. Nous sommes en présence de Franck Allard, président fondateur d'AMV. Bonjour Franck. Voilà, bonjour. Écoutez, bienvenue. Merci de nous accueillir. Nous sommes également en présence d'Agnès Rouvière. Bonjour. Directrice générale associée, c'est important. C'est très important. Voilà. Donc, AMV, tout le monde connaît le nom, tout le monde connaît l'assurance des deux roues, le vert, le blanc. Mais Franck, parlez-nous un petit peu d'AMV. Quand l'avez-vous créé ? Écoutez, ça fait déjà pas mal d'années, puisque ça date grosso modo des années 1974. Avec 2-3 copains, on faisait de la moto tout-terrain. Et ils me disaient, il faut que tu nous trouves une assurance pas chère, parce que nous, on roule qu'en tout-terrain, on ne roule jamais sur la route. Et moi, mon réflexe de courtier, ça a été de trouver une offre adaptée à l'usage de la moto. Et là, j'ai commencé à avoir du succès, mais de façon parfaitement accidentelle, et parce que le bouche à oreille, dans le milieu moto, ça fonctionne. C'est une communauté, et on a fait une affaire, 2 affaires, 3 affaires. J'avais 3 copains qui faisaient de la moto avec moi. Maintenant, j'ai à peu près pratiquement 1 million de motards qui font de la moto avec moi. Alors, quand on téléphone, quand un motard appelle son assureur, appelle AMV, on arrive à Mérignac, c'est bien ça Agnès? Exactement, donc on a tous nos services sont à Mérignac et on a un service client d'une centaine de personnes et on gère la relation client de la souscription à l'indemnisation. On a un service indemnisation qui comprend à peu près 120 collaborateurs et toute notre organisation est placée, enfin on place le client au cœur de notre organisation, c'est notre préoccupation au quotidien. D'accord. Nous sommes d'abord ce que l'on appelle dans le jargon des pure players de l'assurance, c'est-à-dire c'est une relation certes avec le téléphone, mais cette relation doit essentiellement s'établir à travers Internet. Il y a dernièrement une nouveauté AMV incroyable, enfin que je trouve très sympathique, c'est l'initiative que vous avez eue de mettre des consignes de casque dans les centres commerciaux. Alors je m'adresse, Franck, à Agnès, c'est vrai que ça c'est très sympa qu'on va faire ces courses. Oui, on en parlera aussi tout au cours de l'émission. On essaye vraiment de travailler sur des concepts novateurs qui rendent service. Et effectivement, on a noué un partenariat avec The Keepers dans de nombreux centres commerciaux et on permet aux motards de se libérer de leur casque pour faire leurs courses tout de suite après-midi. Donc c'est une consigne tout à fait sécurisée et donc on leur offre une simplicité dans leur quotidien. On parle aussi du simulateur, c'est l'opération 2019. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on a, sur différents événements majeurs tout au cours de l'année, tout au long de l'année, on a mis en place un simulateur qui est utilisé par les pilotes de MotoGP. Et on va permettre à des visiteurs de venir un peu se confronter à la réalité du simulateur. C'est-à-dire, on va faire le point sur leur position sur la route, sur leur regard, sur l'apnée dans les virages. Et en fait, il va y avoir une évaluation de aujourd'hui comment ils se sentent, comment ils perçoivent leur posture sur la moto. Et ensuite, face à un simulateur et un instructeur, ils vont pouvoir mesurer les écarts et s'améliorer. Je pense qu'aussi, AMV a été précurseur au niveau de l'airbag, l'accompagnement de l'airbag. Tout à fait. Donc, il y a une charte qui a été signée récemment entre notamment les assureurs et les principaux équipementiers pour promouvoir le port de l'airbag. Nous, dès les années 2010-2011, c'est un outil de sécurité que nous avons inclus dans notre garantie de base sans surprime pour inciter nos clients à porter l'airbag. Super. On retrouve tout de suite quelqu'un qui connaît très bien
les problématiques de sécurité moto. Il a participé avec vous au salon de la moto l'année dernière. Il s'agit de David Dumain. On retrouve l'édito de David. Sans concession a commencé avec la moto et s'ouvre aujourd'hui à l'auto. Deux univers entre lesquels il existe de nombreuses passerelles, notamment ici sur ce circuit Bugatti. On connaît évidemment les 24 heures auto, les 24 heures moto. Il y a eu il y a peu le Grand Prix de France moto. Et les voitures de sécurité pour ce Grand Prix de France moto, ce sont des BMW. Vous voyez derrière moi une M2 coupée, une M3, une M4 coupée, une M5 qui vient de partir. Ce Grand Prix de France donc est assuré avec des voitures de sécurité BMW. La marque allemande récompense également le pilote qui réalise le meilleur nombre de pole position et qui est le plus rapide en qualification avec une voiture série M. C'est souvent Marc Marquez qui l'emporte en fin d'année, ces dernières années en tout cas. Mais si le constructeur est présent en MotoGP, il n'engage pas d'écurie officielle en MotoGP. La concurrence est très rude avec Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki et également des marques comme KTM ou comme Aprilia qui arrivent mais qui ont plus de difficultés. On sait que c'est très difficile d'évoluer au plus haut niveau en MotoGP, ce sont des prototypes. Et puis on sait notamment que KTM a commencé avec des petites cylindrées en Moto 3 avec des 250, ensuite en Moto 2 avec des châssis pour les 600 avant de s'attaquer aux gros morceaux au MotoGP. Pas sûr que BMW ait la patience de commencer par les petites cylindrées avant de s'attaquer au plus haut niveau du sport moto, mais la marque qui engageait il y a peu des BMW en Boxer Cup en ouverture des grands prix, c'est-à-dire des coupes de marque BMW avec des bicylindres, puis avec des 4 cylindres, c'était la Power Cup. La marque tourne un peu autour du pot et on attend avec impatience que BMW s'engage officiellement en MotoGP et non pas seulement en Superbike avec des motos dérivées de la série. On rêve de voir le plateau MotoGP s'étoffer avec la marque allemande, un constructeur de plus en MotoGP et notamment BMW. Eh bien, on est nombreux à en rêver, peut-être un jour prochain. On reste dans le tout-terrain en accueillant un champion exceptionnel, Antoine Méo. Bonjour. Salut Antoine, merci de nous avoir rejoints. Antoine, 5 fois le champion du monde d'enduro. Ouais, j'ai eu pas mal de chance. Ouais. Et beaucoup de talent. Alors Antoine, tu reviens avec Agnès du trèfle lozérien AMV. Ouais, on a eu un week-end assez humide, mais c'était une belle édition et je pense qu'on s'est bien détendu. Alors Agnès, raconte-nous un petit peu le trèfle lozérien AMV, un nom que tout le monde connaît, mais en quoi consiste cette épreuve qui est une grande classique? Effectivement, c'était un concept novateur à l'époque, puisque le trèfle lozérien AMV a 33 ans. En fait, ça a été initié par Claude Michy, Franck Allard et le motoclub lozérien. À l'époque, on avait un Grand Prix de France qui était assez élitiste et qui ne donnait pas la possibilité aux amateurs d'y participer. Donc le concept, c'est de faire effectivement un trèfle, c'est-à-dire ce sont 3 jours de course, 3 boucles, mais avec des temps de liaison qui sont relativement longs et qui permettent de prendre le temps de visiter, de s'arrêter pour déjeuner, de profiter de son temps avec les copains, tout en ayant des spéciales qui sont quand même de haut niveau, puisqu'en fait, on mélange un plateau de professionnels et d'amateurs. Voilà, les deux casquettes. Et toi, tu es un vrai professionnel, mais qui aime rouler avec les amateurs. Je l'ai fait une première année pour rouler devant, pour jouer la victoire. Et c'est vrai que la course est super belle. On roule devant, on ne prend pas le temps de regarder les paysages. Et après, on a beaucoup de temps au CH. Et du coup j'ai décidé avec le motoclub d'y revenir avec 10 potes à moi. Donc, on a fait ça à partir de 2011. Et je roulais avec le numéro 200. Et puis après, c'est devenu un peu une classique. On a commencé à se prendre au jeu. J'ai réussi à le gagner malgré tout une année. Et non, c'est vraiment bien. C'est la récréation de l'année pour ma part. Parce qu'en plein milieu de la saison, ça me permettait d'avoir une course un peu en dilettante. Et profiter des amateurs, de rouler au milieu avec eux et pas me prendre la tête. C'est vraiment une bonne chose. Alors, dilettante, mais tu l'as quand même gagné 2 fois. Non, une fois. Une fois. La deuxième année, je l'ai gagné la deuxième année. La première année, j'ai fini deuxième derrière Pela. Ouais, tout près. Pas grand-chose. Mais non, c'était... Après, voilà, je suis un compétiteur. Et du moment que je rentre dans la spéciale, j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Après, voilà, il faut que les conditions soient optimales pour pouvoir arriver à jouer la victoire. Je l'ai eu la chance 2 années. Après, c'est vrai que ces 2 dernières années, c'était chaque année humide et très difficile pour faire des bons chronos.
Mais l'engouement des gens et la passion, elle est toujours là, donc c'est super. Alors on va rentrer un petit peu dans la technique de ces conditions parce que ça m'intéresse. C'est une épreuve particulière, le trèfle. Toi tu pars 200, les classiques se courent sur l'herbe. Explique-nous un petit peu en quoi, quelles conditions tu dois avoir pour performer là-bas, en partant au milieu de paquet. Hein. Ouais, alors les classiques, c'est une spécialité française. Il n'y a qu'en France où il y a ce genre de course. On en a 5 ou 6 en France. Le trèfle est la plus connue. Donc en fait, les 10 premiers pilotes sont avantagés. Donc ça veut dire qu'ils partent sur de l'herbe vierge. Et c'est eux qui ont le plus de chances de faire des meilleurs chronos. Et les classiques, en fait, c'est qu'il y a 15 spéciales et qu'on fait qu'une fois. Donc en fait, il faut venir la semaine d'avant, marcher les spéciales. Et moi, l'idée, en fait, c'était d'arriver au dernier moment, de ne pas marcher les spéciales. Alors, le petit avantage que j'ai, c'est que la spéciale est un petit peu tracée parce que les pilotes ont enlevé de l'herbe. Mais par contre, la difficulté, c'est que vu que l'herbe elle est enlevée, ben, ça glisse, j'ai moins de grippe, il faut se battre. Je double un peu des gens dans les spéciales. Mais voilà, ça fait la beauté du truc. Et puis après, nous, on prend un bon moment. J'ai vraiment des bons amis qui viennent. On prend le temps de regarder un paysage, on rigole. Il se passe toujours un peu des catastrophes. C'est vrai que c'est important pour nous de faire vivre des expériences sur tous les terrains. On est présent en enduro, on est présent effectivement sur la MV Cup si c'est sur la neige, mais également sur le bitume, sur le circuit du Castellet notamment, avec à côté de Bader dans l'émission Highside, parce qu'on monte une magnifique opération dans les jours qui viennent. Justement, puisque tu en parles, on a les images d'une star, un slider, mais avec cette fois non pas une célébrité, mais un amateur. On reste sur le circuit du Castellet avec la Sunday Ride classique que tu connais, Antoine. C'est pas ta spécialité, mais tu es allé la voir. Oui, l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'y être et de passer un bon moment là-bas. C'est vraiment un événement particulier parce que j'avais pas l'habitude d'y aller. C'est vraiment des passionnés qui sont là pour les motos et pas vraiment pour l'aspect de la course. Ils sont là pour voir des vieilles motos, des belles motos. Et ça faisait plaisir de voir autant de passionnés. Antoine, on va parler un petit peu de ton actualité. Tu as quitté KTM, tu roules aujourd'hui Honda sur les CRF 4,5. Comment s'est passée l'adaptation à ces nouvelles machines ? Agréablement bien. J'étais moi-même surpris du changement et la moto, je redoutais un petit peu parce que malgré tout, ça faisait 7 ans que j'étais sur une KTM. Et au final, non, ça s'est vraiment bien passé. Le changement me convenait plutôt pas mal. La priorité pour moi, c'était de trouver des suspensions confortables. Et là, avec la nouvelle fourche à air, je suis vraiment servi. Ouais. Alors, on a l'image en moto de route des KTM très radicales et des Honda plus douces, plus homogènes souvent. Est-ce que c'est le cas avec les motos d'enduro ? Non, particulièrement cette année, Honda a fait un très gros travail sur le moteur. La moto est très puissante. Moi qui ai un pilotage assez généreux, il y a souvent, j'ai trop de puissance et j'ai du mal à tourner. Mais non, le moteur est super agréable. En fait, il a 2 comportements. Il a un comportement vraiment très homogène quand on met des vitesses. Et moi qui veux attaquer généreusement, il y a largement de quoi faire. Il y a les watts, il y a ce qu'il faut. Exactement. Donc ça te convient bien. Tes prochaines courses ? Là, je vais participer au championnat du monde d'enduro en Italie. Et après, on a pas mal d'opérations avec Agnès. Donc, je vais rouler aussi au Grand Prix de France, les 6 jours. Donc, ça va être une fin d'année assez chargée. Ouais. Assez chargée. Alors, AMV a un planning chargé aussi. On quitte le 2 roues, mais pas complètement. On n'est pas sur 4 roues, mais pas complètement. Et on quitte pas Antoine non plus. Et on quitte pas Antoine parce que tu y es aussi. C'est la quadrésienne. Voilà, donc on monte une belle OP également à l'occasion de la MV quadrésienne. Donc c'est une balade quad qui a lieu dans le cadre du Kenny Festival. Donc c'est en Corrèze et ça a lieu les 14 et 15 septembre prochains. Et effectivement, alors, la MV quadrésienne, mais on a également la balade moto AMV. C'est une promenade de 80 km, c'est dans les bois avec des petits arrêts pour aller manger des fraises du coin, d'aller faire des dégustations. Toujours côté sympa, bonne ambiance. Sympa, cool, convivial, il n'y a pas de chrono, on est avec les copains. Merci beaucoup Agnès de nous avoir accompagnés. Avec grand plaisir. Antoine, tu restes avec nous, on va parler MotoGP. Tout de suite, notre rubrique Stunt.
Renaud, le pilote qui a fait le tout premier backflip en Europe et en France, c'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect, pour qui j'aurai toujours énormément de respect. À chaque fois que je le croise, c'est une certaine dose d'émotion parce que je me dis que ce gars-là, il n'a pas attendu que les modules conventionnels arrivent. Il n'a pas attendu les bacs à mousse, il a juste pris son courage à deux mains, il est parti fabriquer une rampe dans la nuit. Et le lendemain, il faisait un backflip sur le dur. Alors nous, on est tous tombés sur les fesses en regardant ça. Moi le premier parce que j'adorais le freestyle, j'en faisais pas à l'époque. Et quand j'ai vu ce gars-là, je me suis dit que moi aussi un jour peut-être j'essaierai de faire ce genre de bêtises. Puis un jour le rêve s'est un peu réalisé parce que j'ai rencontré Renaud et puis je l'ai vu travailler. C'est surtout quelqu'un qui roulait avec le cœur, surtout quelqu'un qui faisait ce qu'il avait envie, quelqu'un qui faisait du freestyle pour vivre convenablement sa passion. Et c'est ce qu'après par la suite on a essayé de faire avec mon petit frère, mais on l'a fait peut-être en accentuant la dose de travail parce qu'en freestyle on ne voulait pas faire un simple backflip, on voulait faire un peu plus. On voulait nous aussi prouver à Renaud qu'on était capable de faire non seulement un backflip mais faire des choses en plus. Donc lui nous avait mis le pied à l'étrier en faisant un backflip, nous on lui montrait que en travaillant encore plus on allait pouvoir l'épater. Et moi épater un mec pour qui j'ai énormément de respect, c'était un peu mon but. Donc j'espère que ça a marché. Alors il avait des techniques assez imaginatives. Par exemple, pour ne pas s'embêter à sortir de la mousse, il mettait des épaisseurs de matelas les uns sur les autres, de manière à pouvoir se poser sur la mousse au lieu de rentrer dans la mousse et d'être totalement amorti. Donc lui il se posait sur la mousse et il repartait en marchant du bac à mousse. Il était vraiment freestyler dans l'âme, c'était pas un énorme travailleur. Et c'est pour ça qu'il a coupé assez court au freestyle motocross. De par ses blessures, parce qu'il a pris des risques, et puis d'autre part parce que la dose de travail qu'il fallait s'insurger était peut-être un peu grosse. Heureusement le stunt n'a pas suivi la voie du FMX. Parce que le motocross freestyle, là par contre c'est devenu triste. J'ai toujours fait ça dans un but d'amusement, en gardant de la marge pour justement... Et de la lucidité. Et de la lucidité, ouais. Au sujet de cette histoire de Renaud et un backflip 15 ans après, c'est que ce sont des pilotes qui ont l'âme des freestylers dans le sang. Aujourd'hui, les freestylers sont ni plus ni moins des pilotes qui travaillent énormément, ce sont presque des gymnastes de haut niveau. Ils travaillent tellement qu'il n'y a plus de place au hasard. Or, le freestyle, au tout début, c'était une part de hasard. C'était du freestyle, c'était pas toujours calculé. Et Renaud, ça a été vraiment le parfait exemple. Il avait un show avec un backflip à faire, et dans la semaine avant, ça ne le stressait pas plus que ça. S'il ne pouvait pas s'entraîner, ça coulait de source et c'est pas pour autant qu'il n'aurait pas fait le backflip. Il se jetait comme un véritable pilote de freestyle. Donc aujourd'hui, 15 ans après, il a refait un backflip sans vraiment le travailler. C'est du freestyle. Alors, pour cette rubrique Évasion, on accueille un autre champion du monde, Grégory Mallet. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Cette fois, c'est un champion du monde de natation, champion du monde en relais 4 fois 100 nage libre en 2013. C'est ça, exactement. Et 2 médailles d'argent aux Jeux Olympiques, Pékin 2008 et Londres 2012. C'est ça, exactement. Super. Alors, également passionné de moto, hein. La moto a beaucoup d'adeptes dans la natation. Oui, c'est vrai, énormément, de plus en plus même, puisque quand on prend Florent Manodou, Camille Lacour, ce sont aussi des motards depuis quelques temps, Frédéric Bousquet, Fabien Gillot, Alain Bernard aussi. On est là chez AMV, tu es venu nous rejoindre parce que tu as fait en compagnie de Franck la Transalp AMV Légende. Voilà, oui, effectivement, on a partagé une semaine ensemble avec Grégory et ses amis qui étaient là aussi. Et c'est vrai que le partage d'une passion et le partage de la moto, c'est des moments un peu magiques. D'ailleurs, on recommencera cette année. Expliquez-nous un petit peu, Franck, comment est née cette idée de la Transalp AMV Légende et en quoi ça consiste exactement? Voilà, l'idée, elle est simple. C'est qu'effectivement, à la base, nous sommes des assureurs de moto. Mais si nous sommes des assureurs de moto, c'est que nous aimons la moto. Bon, cette moto, on l'aime de plusieurs façons, mais essentiellement à travers le sport, à travers la compétition, mais aussi à travers des aventures que l'on essaie de faire partager avec soit nos clients, soit ceux qui pourraient devenir nos clients et qui aiment la moto. Donc, avec la complicité de mon ami de 30 ans qui s'appelle Jacques Santenac, on a imaginé il y a quelques années une transe pyrénéenne
Et il a fallu à un moment donné décider de changer un peu le décor, de changer la route. Et on est parti vers les Alpes. Cette Transalp 2018, bon souvenir? Excellent, excellent. Ça a été une découverte pour nous, pour moi personnellement. C'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir autant de partage sur le plan humain. Ouais. Je m'attendais à ce qu'on roule voilà, sur des belles routes, certes, sur un environnement adéquat pour profiter de la moto. On a eu le temps avec nous, l'équipe était extra, on a été super bien accueillis. Mais c'est vrai que la rencontre avec les gens qui participent à la Transalp, c'est quand même particulier. Parce qu'on vient tous d'horizons différents, on est quand même rassemblés autour d'une même passion, la moto. Et c'est vrai que de pouvoir partager en toute simplicité avec ces personnes-là, ça a été très enrichissant. D'accord. Tu roulais avec quelle moto sur la Transalp l'année dernière? J'avais la Z900 RS Café, verte, couleur AMV. Quand est-ce qu'est la prochaine édition de la Transalp? Donc c'est fin juin, la dernière semaine de juin. On va partir de Nice, on va partir sur Pralou. Et puis on va revenir après une grande boucle, après 7 jours de grande boucle, on va revenir sur Nice. Cette Transalp AMV Légende donne envie de rouler. Alors on va tout de suite partir essayer la nouvelle Yamaha 700 Ténéré. C'est notre rubrique essai. Salut à tous et bienvenue en Espagne, en Catalogne plus exactement, dans la région de Tortosa, où nous sommes venus essayer la dernière nouveauté de Yamaha, la très attendue T7, la fameuse Ténéré. Alors la Ténéré, c'est un modèle mythique et emblématique de la marque. Ça fait 36 ans que ça dure, inspiré du Dakar, des courses, les rallye raids dans lesquels Yamaha a toujours été très performant. Ce qui est marquant sur cette nouvelle Ténéré, c'est qu'on retrouve toute cette philosophie de la simplicité. Cela va du fait qu'on n'ait aucune aide électronique, si ce n'est un mode off-road qui permet de déconnecter l'ABS. On n'a aucun traction control, rien de farfelu. On a même un compteur digital qui est certes très lisible, mais très simple à utiliser. En somme, comme nous l'expliquait Eric De Seine, le boss de Yamaha Europe, ils ont voulu une machine cohérente dans un marché cohérent. À l'heure où tous les constructeurs sont partis sur des armes de guerre, des gros roadsters hyper lourds, hyper sophistiqués, Yamaha a voulu jouer la carte de la simplicité avec un 700 cm3 inspiré de la culture Dakar, qui reste très accessible, très facile à prendre en main et très maniable. Pour ce faire, la firme a utilisé le moteur CP2, le fameux bicylindre que l'on trouve sur le roadster de la gamme, le MT-07. Un moteur qui n'a été quasiment pas changé, on a juste remplacé ses appendices, c'est-à-dire l'échappement, la prise d'air, le système d'injection et le système de refroidissement, afin d'offrir un moteur plus onctueux et qui monte pas mal dans les tours, ce qui est plutôt recherché quand on fait du off-road. Quand Eric De Seine nous explique que ce modèle a été entièrement réfléchi, il nous parle de tout ce qui a été revu et corrigé. La fourche, par exemple, devait faire 43 mm pour être résistante. On voulait une hauteur de selle de 875 mm pour avoir une approche un peu plus haute, mais pas trop haute pour que ce soit accessible à tous les gabarits. Car il faut dire que l'ergonomie a été entièrement vue pour tout type de gabarit. Et parmi les éléments sur lesquels Yamaha ne voulait pas lésiner, il y a aussi l'éclairage. On a cette fameuse tête de fourche à 4 feux à LED qui fait la nouvelle signature de la Ténéré. On a un saut de vent enveloppant qui permet à la fois de protéger du vent mais aussi des projections de cailloux. Comme l'expliquait Eric De Seine, ils ont déjà un modèle voyageur qui est le Tracer. Ils voulaient avec ce trail, le nouveau Ténéré, faire un modèle joueur à la fois facile off-road et sur la route. Et c'est plutôt réussi. On a eu la chance de l'essayer sur route tout d'abord. La roue de 21 pouces est légèrement déstabilisante au début parce qu'il faut s'habituer à ce type de gabarit. Et finalement, elle prend de l'angle très facilement. Le châssis ne bouge pas d'un poil. La suspension réagit très très bien. Et on a aussi une monte pneumatique assez bluffante qui résiste parfaitement sur l'asphalte et offre un grip suffisant off-road. En ce qui concerne le prix, on est aux alentours de 9 500 €, ce qui est vraiment très intéressant pour toucher au mythe. Un mythe qui a 36 ans et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Pour notre rubrique Grand Prix, on reçoit un invité exceptionnel, Fabio Quartararo. Bonjour. Salut Fabio, merci d'être venu. Merci à vous. C'est sympa. Alors Fabio, super début de saison. Hein. Oui, c'est vrai qu'on a fait un très beau début de saison. On a fait pas mal d'améliorations. Surtout à Jerez, on a réussi à faire notre première pole position et l'unique en MotoGP et une très belle course.
Aussi au Mans, je me suis senti super bien. Donc c'est vrai qu'on a fait un très beau début de saison. Et là, on est juste après le Grand Prix de France. Alors, départ compliqué, mais une remontada fabuleuse, hein? Oui, j'ai vraiment fait un rythme exceptionnel. Dommage que voilà, on est parti 10e. J'ai fait un très mauvais départ. J'ai perdu quelques positions, mais je me sentais super bien. Le rythme était très bon. Donc, on va essayer de continuer sur cette lancée. Alors, j'ai lu dans Moto Journal, chez nos amis de Moto Journal, que tu disais qu'à la mi-course, tu t'étais mis en mode qualif, vu que tu avais fait un mauvais départ, mode qualif. Donc, tu as débranché, ça a bien marché. Oui, c'est une marque moteur qui, on va dire, sur quelques virages, un petit peu plus de puissance. D'accord. Et normalement, je ne pouvais pas l'utiliser. C'est pas que je ne pouvais pas, mais ça aurait vraiment détruit les pneus. Mais je me suis dit, voilà, j'ai rien à perdre, je vais tenter. Et finalement, les pneus sont bien arrivés. Donc, j'ai bien fait de mettre cette map et aussi voilà, pousser au maximum. Alors, Antoine Méo est resté avec nous pour un autre champion. Superbe début de saison pour Fabio. Ah oui, c'est sûr, le passage en MotoGP, il est validé, là, on peut rien dire. Ouais. En plus, il a fait une pole, c'était magique. Nous, on suit ça de l'extérieur, il nous fait rêver tous les week-ends. Et chaque course passe, il évolue et il mûrit avec la moto. Donc, il faut continuer comme ça et c'est bien parti. Vous étiez déjà rencontrés? Ouais. On s'était rencontrés il y a un peu plus d'1 an déjà. On s'était rencontrés au Mans. Non, au Castellet. Au Castellet. Et on s'était revus au Mans. On s'était revus au Mans, donc voilà, c'est sûr, c'est super cool de connaître Antoine. Ouais. Alors, c'est pas ta discipline, mais c'est toujours intéressant de pouvoir discuter, échanger avec un autre champion qui, lui, a 5 titres de champion du monde. Je te souhaite d'en avoir autant. Bon, on en a 5 avec tous les deux, donc. Ah oui. Ça... 5 parce que 5 titres en Espagne, c'est ça de vitesse. Non, 5 titres de champion du monde avec tous les deux. Tous les deux, on a 5 titres. 5 titres, ah oui. 5 et 5. Ça fait 5. Eh ouais, désolé, je suis pas. Il est bon, le petit, il est bon. Voilà. Alors, il anticipe. Il anticipe. Il faut être bon en maths aussi, en assurance. Mais alors, AMV, Franck, vous aimez particulièrement les champions et vous les soutenez. Oui, mais je crois que ça fait partie de la marque de fabrique d'AMV. Toujours un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Par hasard, mais on a pris cette voie-là parce qu'elle nous plaisait. C'est vrai que des garçons comme Stéphane Peter Hansel sont restés 17 ans avec nous. Marc Coma a gagné 6 fois le Dakar avec nous. On a gagné, parce qu'on était très tout-terrain à la base, on a quand même gagné avec nos pilotes 12 fois le Dakar. Je pense que c'est déjà pas mal. Ça veut dire en tout cas qu'on a la main heureuse. On a choisi... Antoine, à une époque, il a continué à faire des étincelles. Il y a quelques années, pas quelques années, mais il y a 1 an, on a rencontré Fabio, on a dit ça, c'est la graine de champion. Il progresse extrêmement vite et c'est ce qui va faire que demain, et pas après-demain, mais demain, il va gagner. Alors, apprendre, c'est vraiment là le début de saison, c'est la clé. Tu parlais de la difficulté des départs en MotoGP. Est-ce que là, tu as vu des choses encore il a été dur ce départ au Grand Prix de France. Comment ça s'est passé? Quand on parle de la pole position, c'est beaucoup plus facile. Déjà, c'est beaucoup mieux. Et quand on était dans le peloton, c'est vrai qu'il y a énormément de pilotes. Et déjà, avant de faire le départ, il faut vraiment bien chauffer ses freins. Vu que c'est des freins en carbone, il faut vraiment les mettre en température. Mais c'est vrai que quand on arrive au Mans, on était énormément dans le deuxième virage. Donc c'est sûr qu'on arrive beaucoup plus vite qu'en Moto 2. Donc pour moi, c'est ça la plus grande difficulté qu'il y a entre la Moto 2 et la MotoGP. D'accord. Alors quel effet ça fait de rentrer à 304 km/h dans la Dunlop, parce que tu as été le plus rapide au Grand Prix de France dans la Coupe Dunlop? Je ne savais pas. Ah oui. C'est incroyable parce qu'aussi dans ce virage, il y a des petites bosses. Donc la moto guidonne un petit peu. C'est pas le top à 304 km/h un guidonnage, mais c'est vrai que la sensation est incroyable de voilà, la vitesse. On rentre avec pas mal d'angles. On prend les freins vers environ 300 km/h. Donc c'est de l'amusement.
Ça, 304 km/h, tu l'as pas encore fait en enduro. Hein. Non, je suis jamais à la de vitesse, je te garantis. C'est sûr. Bon alors, on parle technique, on parle apprentissage, mais alors AMV, le partenariat gagnant, je te le souhaite, mais il y a aussi de la convivialité, la fan zone au Mans, ça c'est un moment fort. Hein. Ouais, surtout cette année. Ouais. C'est vrai que on va dire la course à Jerez et la pole position a aidé. Et quand j'étais à la fan zone, c'était impressionnant. Voilà, on a écouté la Marseillaise. Alors voilà, je pense que voilà aussi Claude organise vraiment ça bien. Mais c'est vrai que ça fait quelques années qu'on va à la fan zone AMV, c'est toujours extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Et puis alors, il y avait 15 000 spectateurs, hein, je crois, quand on tenait la Marseillaise. Mais il y a parmi tous ces spectateurs une fan particulière qui te suit, qui t'encourage. C'est Thérèse. Ouais, bah, elle m'a même emmené les croissants. L'année dernière, elle m'avait promis, elle les avait pas. Ouais. Et cette année, elle me les a emmenés. Donc, ça fait toujours plaisir de la voir. Alors, Thérèse, 70 ans, il faut expliquer un petit peu. Hein, mais alors, c'est une fan et elle te pose des questions. Je crois même que tu as sa photo dans ton portable. Ouais, j'ai fait même une vidéo avec sa photo en fond d'écran. Donc, ouais, c'est vrai que c'est une fan, on va dire, unique, qui était au Mans. Ça fait plaisir et c'est aussi marrant de la voir. C'est sympa. Mais alors, quand tu as un tel engouement du public, est-ce que ça rajoute pas de la pression dans ton Grand Prix national? Tout ça, c'est difficile quand on a 20 ans. Et alors maintenant, un peu plus de 14 jours, c'était l'âge que tu avais quand tu as détrôné Marquez de son record de plus jeune poleman. C'est pas difficile à gérer cette pression? Ben, on va dire, tous mes Grands Prix de France, ça a été super difficile. Mais celui-là, cette année, je pense que j'ai vraiment été bien entouré. J'étais tranquille, j'avais énormément de confiance avec la moto, avec le team. Et cette année, j'avais pas de pression. C'est juste un petit peu au départ, comme tous les Grands Prix. Mais cette année, j'étais super calme et j'ai réussi à faire un bon Grand Prix sans compter le départ. Alors, on va tout de suite retrouver notre nouvelle rubrique MotoGP Addict, où on va parler un petit peu des plus et des moins de ce Grand Prix de France. Salut à tous les MotoGP Addicts, on vous a demandé vos plus et vos moins du Grand Prix de France Moto sur les réseaux sociaux et je suis avec Thomas Morcellino pour réagir à vos commentaires. Salut Thomas. Salut. C'est le statisticien officiel du MotoGP. Alors, le plus qui a eu l'unanimité, c'est la remontada de Quartararo. Je vais très loin. Est-ce qu'il est au niveau de Marquez? Non, il va falloir modérer cette appréciation de Fabio par rapport à Marquez. On n'est qu'à la 5e course. Il a résisté des mauvaises qualifs, donc du coup on se rend compte que en début de course c'est un peu compliqué. Donc de ça il a appris beaucoup. Et ensuite il a fait une petite erreur, donc du coup voilà, il a perdu un petit peu de temps. Mais de cette course il a beaucoup appris, notamment la gestion des pneus, parce qu'il est passé en mapping time attack. Et donc du coup sur une dizaine de tours il a pu appréhender la gestion des pneus pour essayer de remonter. Donc il a fait une très belle course, il termine 8ème. Voilà, toujours une nette progression, donc on verra par la suite. C'est bon ça. Le deuxième plus, c'est les performances des Ducati au Mans. On n'était pas forcément habitué à ça. C'est assez contradictoire parce que De Vizioso, on sent qu'il n'est pas très content parce qu'il n'est pas avec Marquez. Ouais. On a quand même 3 Ducati dans le top 4, donc c'est pas arrivé depuis 2007. C'est arrivé qu'une seule fois en MotoGP, donc on a quand même des Ducati aux avant-postes. Elles sont là. Effectivement, il leur manque quelque chose pour aller chercher Marquez. Marquez a cette possibilité aujourd'hui de pouvoir compter sur sa vitesse de pointe, contrairement aux années précédentes. Maintenant, on arrive sur des circuits comme le Mugello ou la Catalogne avec de longues lignes droites. On verra si le binôme Marquez-Dovizioso qu'on a pu avoir des 2 dernières années reviendra ou pas. Ce sera pour moi le tournant du championnat. Dans les moins, c'est la course de Zarco. Alors, il a quand même fait un bon début de course, donc quelque chose d'assez prometteur. Effectivement, ce week-end, l'arrivée de Jean-Michel Bayle, donc en tant que coach, donc il va y avoir un peu d'inertie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais il réalise un très très bon week-end globalement, un très bon début de course dans lequel il approche le top 10 très facilement. Après, il peine en fin de course, mais on voit que de l'autre côté du box, on a un Paul Espargaro qui réalise le meilleur résultat d'une KTM sur le sec. Donc c'est positif, en tout cas pour KTM. Et on verra, il faut laisser le temps à Johan pour y arriver. Allez. Et le deuxième moins, alors c'est la victoire de Marquez. Alors le moins, c'est pas la victoire en elle-même, c'est le fait qu'il ait gagné avec plusieurs secondes d'avance. Ouais. Il nous avait fait ça depuis le début de l'année. Il a changé quoi?
c'est pas lui qui a changé, il a dû changer, s'adapter en fait à la nouvelle Honda dont il dispose. La Honda, en fait, l'avantage qu'elle a cette année, c'est qu'elle a une très bonne vitesse de pointe pour rivaliser face au Ducati, c'est ce qui lui manquait ces dernières saisons. Maintenant, il doit changer sa façon d'appréhender les freinages. Et donc, il utilise le pneu soft. Le pneu soft, l'inconvénient, c'est que quand on se bagarre en groupe, il a tendance à surchauffer. Et donc, son objectif, c'est de partir devant. Et donc, comme il a les moyens de le faire, en tout cas, avec le potentiel qu'il a, et ben, clairement, c'est ce qu'il a fait en Argentine, ce qu'il a fait à Austin, c'est ce qu'il a fait à Jerez, c'est ce qu'il a fait en France. Donc effectivement, ça reste, il est au-dessus du lot. Maintenant, on arrive au Mugello et en Catalogne. Mugello, c'est un circuit dans le giron de Ducati. Il n'a pas gagné depuis très longtemps au Mugello et en Catalogne. Voilà, donc il faudra voir ce que ça donne sur les prochaines courses, mais je pense que le tournoi du championnat aura lieu ici. Ok, bah écoute, merci. Et puis on se donne rendez-vous au Mugello. Allez, bisous. Salut. Alors, tu as pour coutume avec AMV, après chaque Grand Prix, de répondre aux questions des fans de la communauté AMV. C'est sympa? C'est ça, exactement. Après chaque Grand Prix, on fait, on va dire, un petit débrief après course. Donc voilà, c'est cool de faire ça avec les fans aussi. Mais alors, les questions pleuvent. Ils peuvent pas, tu peux pas répondre à toutes les questions. Du coup, on va t'en poser quelques-unes, après le Grand Prix de France, auxquelles tu n'avais pas encore répondu. Donc ça, ce sont les questions des fans de la communauté AMV. Alors, on va commencer par Jérôme. Alors, Fabio, tout d'abord, un grand merci pour le plein d'émotions que tu nous as procuré tout le long de ce week-end. Raconte-nous, s'il te plaît, l'histoire de ce nouveau surnom que l'on a pu entendre dans les paddocks, Hollywood. Oh là là. Alors j'étais en vacances avec Tom, on va dire entre deux Grands Prix. Et on était à Los Angeles en vacances et on était à Hollywood. Donc on est resté à Los Angeles et il y avait Jack Miller, Marcel Schroeter et ils étaient juste à côté. Et vu qu'ils étaient, ça s'appelle Laguna Beach où je me suis entraîné en pré-saison avec eux. Et vu que j'étais à Hollywood, ils m'ont appelé Hollywood. D'accord. C'est pour ça. Tout simplement. Tout simplement. Une question de Johanna, alors qui te félicite encore. Bravo pour ton week-end, tu nous as fait une belle remontée. Qu'est-ce que tu penses du prochain circuit, le Mugello? Le Mugello, c'est un circuit très rapide. Je pense que c'est aussi la ligne droite la plus longue. Et un circuit vraiment, on va dire, énormément de chicanes rapides, énormément de virages à l'aveugle. Donc je pense que c'est un circuit les plus difficiles de la saison, mais un circuit où on s'amuse énormément. Quelle est la phase de pilotage que tu préfères? Ce que je préfère, c'est vraiment toutes. Toutes. Autant le freinage que l'axel, tout. L'axel, c'est vraiment impressionnant parce que quand on pense au Moto 2, vraiment, on avait énormément de temps pour se reposer dans la ligne droite et là, le temps se raccourcit énormément. Donc, c'est surtout ça le plus gros changement que j'ai senti avec la Moto 2. Et ton circuit préféré? C'est difficile, il y en a tellement, mais je pense que Barcelone, c'est un circuit que j'apprécie énormément. Et Phillip Island en Australie, je pense qu'une bonne partie des pilotes aiment ce circuit. Une question de Chris Lane. On en parlait, mais qu'as-tu ressenti lors de la Marseillaise à la fan zone AMV? Je crois qu'il y avait quelqu'un qui a été particulièrement ému quand elle a vu la vidéo de cette Marseillaise. Oui, c'était ma mère. Elle est souvent émue, mais c'est vrai que c'était un moment assez spécial. La question était partie de quel était mon objectif et ils ont lancé la Marseillaise. Donc c'était vraiment, vraiment spécial, émouvant d'entendre autant de fans chanter la Marseillaise à la fan zone. Donc voilà, c'était pour moi des plus beaux moments de ce Grand Prix. Ouais. Alors en tant que fan AMV et fan de MotoGP, avez-vous des questions à Fabio particulièrement? Il a répondu. Moi, c'était savoir quel est le gros changement de la Moto 2 à la MotoGP, parce que ayant côtoyé un petit peu des pilotes, tout le monde nous dit c'est un truc de fou, c'est un truc de fou, mais c'est vraiment un truc de fou. Ouais, vraiment, en fait, c'est un autre monde, même niveau travail. C'est-à-dire les ingénieurs peuvent changer la puissance moteur, frein moteur, virage par virage, vitesse par vitesse. Après, il y a les freins en carbone, donc ça freine beaucoup mieux. Ça freine beaucoup mieux, surtout dans la dernière partie de freinage. On va dire, on arrive tellement vite que dès qu'on prend les freins, on pense qu'on va jamais s'arrêter. Mais au bout d'un moment, ça freine énormément et
c'est ça qui pour moi, j'ai eu le plus de difficultés, on va dire, entre la Moto2 et le MotoGP. C'était cette phase-là de penser que la moto va jamais s'arrêter, mais en fait, elle s'arrête. Question d'un fan. Oui, c'est pas tellement une question, c'est plutôt une constatation. Moi, je pense que tu as une énorme capacité d'adaptation. La meilleure des preuves et la plus belle démonstration, c'est de passer de Moto2 avec une aisance formidable sur la MotoGP. Et je me dis que finalement, en MotoGP, où, disons, le décor change pratiquement d'un week-end à l'autre, que ce soit la forme du circuit, la météo. On n'a pas eu une météo quand même facile le samedi au Mans. Et tu as une capacité d'adaptabilité et d'adaptation qui est quasiment immédiate. Et je pense que c'est ce qui fait, ça fait partie des choses qui font qu'on fabrique et on a un grand champion parce qu'il sait en permanence s'adapter. Je pense qu'il y a ça et puis la psychologie du champion. Après, c'est sûr qu'au Mans, c'était la première fois qu'on roulait sous la pluie avec une MotoGP. Et les conditions étaient très difficiles parce que c'était pas pluie ni sec. On a vu Rossi qui est parti en Q1 avec les slicks, mais il pleuvait un petit peu durant toute la séance. On a dit mais il va jamais rien faire. Et il a fait on va dire la pole de la Q1 avec plus d'une seconde d'avance. Et à la Q2 on a eu la même situation. J'ai décidé de partir avec les slicks. Malheureusement il pleuvait beaucoup plus. On a dû rentrer et s'habituer au plus vite avec les pneus pluie. On a quand même réussi à faire 10e, mais c'est vrai que s'adapter surtout dans une qualif et pas dans une séance libre, ça rajoute une pression supplémentaire. Tu es plutôt qualif, essai ou course? Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, tout. Moi j'aime tout. À partir du moment où tu es sur la moto. À partir du moment où je m'amuse sur la moto, c'est que du plaisir. Ça c'est la clé, s'amuser sur la moto? Ah ben forcément, du moment que tu prends du plaisir et que tu subis pas à ta moto, le résultat il vient. Hein. Si tu as le bon entourage comme il dit et le plaisir de rouler avec la moto, c'est déjà une grosse partie du succès. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais pour patienter entre deux grands prix et en attendant ces moments de plaisir sur la moto, à quoi t'occupes tes journées alors? Ben déjà m'entraîner, parce que vraiment tenir physiquement sur une MotoGP durant 27 tours au Mans, c'est assez dur. Et voilà, je pense que je regarde pas mal de temps la date, dans combien de temps on part, dans combien de temps c'est. Il y a de l'envie. L'envie, elle est énorme. Pour moi, dès que je termine un Grand Prix, je veux directement remonter sur ma moto parce que c'est là où je m'amuse le plus. Et là, je compte les jours pour arriver au Mugello. Tu joues aux jeux vidéo de moto? Ouais, énormément. Ah ouais, énormément. Surtout, voilà, hier soir, j'ai joué, je pense, pendant pratiquement 1h30 au jeu MotoGP, au Mugello, pour essayer de faire un chrono. J'ai pas réussi à le faire, mais c'est vrai que les sensations sont bonnes. Elles sont bonnes. C'est pas les mêmes, mais c'est sûr que ça aide toujours un petit peu déjà pour reconnaître le circuit, pour déjà essayer de faire les trajectoires. Alors là, on a un spécialiste, Adrien, un autre réalisateur qui est un spécialiste du jeu vidéo et qui a annoncé la sortie du nouveau jeu la semaine dernière. On arrive au terme de cette émission. Est-ce que tu as un conseil de champion à Fabio? Ouais, c'est difficile, il donne un conseil. Il progresse tellement vite et il apprend tellement juste en voyant les autres que donner un conseil c'est compliqué, mais je pense que voilà, plus ça va avancer, plus il va rentrer dans le vif du sujet, parce que voilà, là c'est un amusement, mais il y a un Espagnol qui va être raide dans les années à venir. Ouais. Et ben voilà, je lui souhaite qu'il le pique un petit peu, et après, une fois qu'il a trouvé sa faiblesse, il faut y aller tous les week-ends. Franck, un petit mot? C'est sûr, moi je peux que l'encourager. Disons en tout cas aujourd'hui, c'est une belle promesse de résultats futurs. Je pense qu'il est très mature psychologiquement et quand on regarde, on en discutait tout à l'heure avec d'autres champions qui étaient là, la psychologie finalement du sport, il y a énormément de psychologie, il faut passer dominateur et j'ai le sentiment, on en discutait aussi un peu tout à l'heure, que ceux qui sont derrière Marquez, aujourd'hui, ils le respectent. Et je pense que demain, tu ne le respecteras pas parce que tu es plus fort que lui, peut-être, psychologiquement. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Il faut respecter tout le monde, mais après qu'on est sur la piste, c'est sûr qu'on a plus d'amis. C'est plus facile à respecter quand il est derrière.
Ouais, c'est sûr. C'est plus sympa en tout cas à faire. Merci beaucoup Fabio d'avoir pris de ton temps pour venir nous rejoindre chez AMV. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Mugello. Alors, tous les fans AMV, tous les fans de son concession de MotoGP Addict, tous les fans en général, on est tous avec nos deux Français, avec Johan Zarco et Fabio. Bon week-end de course. Merci, c'est gentil. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, liker, partager et de rouler à moto.